Bonjour, vous êtes sur Geode Project et aujourd'hui on va parler d'un des cycles terrestres, le cycle de l'eau. La Terre est un objet dynamique, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des forces qui créent de nombreux changements et des évolutions. Les exemples les plus courants, par exemple, sont l'alternance jour-nuit, sont les marées, les saisons. Ces évolutions, comme toutes celles qui concernent notre belle planète, constituent des cycles. Et ces cycles sont pour une partie extérieurs à la Terre elle-même, comme par exemple influencés par le Soleil ou la Lune. Ces deux objets apportent à la Terre beaucoup d'énergie, que ce soit par la gravitation qui va créer les marées ou les rayons du Soleil tout simplement qui apportent énormément d'énergie par radiation. Mais il existe des cycles internes à la Terre qui eux sont créés par l'énergie qui a été concentrée dans la Terre dès sa création. Il faut savoir par exemple que dans la matière, la quantité d'énergie a tendance à s'uniformiser. On a deux effets qui entrent en jeu. Le plus courant est très simple, il s'agit juste de diffusion. Un objet qui a de l'énergie d'un côté va la faire passer de molécule en molécule jusqu'à l'autre, et donc l'énergie va simplement transiter dans l'objet, dans la matière. Et le second effet est la convection. On peut avoir de la convection par exemple de manière évidente dans l'eau ou dans l'air. Quand l'eau est chaude, elle monte, et quand l'eau est froide, redescend à cause de sa densité. On observe à ce moment-là un équilibrage des températures. On a exactement la même chose dans l'air, où quand on a de l'air chaud, il a tendance à remonter, et quand on a de l'air froid, il a tendance à descendre. Ce qui va de la même manière uniformiser l'énergie dans l'air. Cependant, il faut savoir que les roches, elles aussi, subissent la convection, et nous allons voir si on a suffisamment d'énergie et suffisamment de temps, les roches elles-mêmes se mettent à bouger selon la convection, bien qu'elles conservent un état solide. Dans les 3 premiers épisodes que je vais vous présenter, nous allons voir le cycle de l'eau, le cycle du carbone et enfin le cycle des roches. Ce sont 3 cycles très importants pour comprendre les bases de la géologie et les bases des outils que nous utilisons. Aujourd'hui, un cycle que vous connaissez probablement tous, le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il est enseigné en primaire et je pense que la plupart d'entre vous pensent qu'il est su à partir de ce moment-là. Et je pense que vous avez saisi la globalité de ce qui vous a été enseigné. De manière très simple, l'eau se transforme en vapeur au niveau des océans, où l'énergie du soleil suffit à apporter suffisamment de chaleur pour que l'eau se mette à s'évaporer d'elle-même. Après s'être évaporée, l'eau est transportée par les nuages vers des endroits qui sont beaucoup moins chauds et donc qui vont permettre de précipiter. On pourra avoir des précipitations sous forme de pluie ou de neige. Ensuite, à partir de ce moment-là, l'eau redescend dans les rivières jusqu'à l'océan et on complète le cycle. Bien sûr, l'eau gelée va se stocker dans les glaciers ou dans la calotte polaire. Et de manière générale, les glaciers finissent par fondre et rendre leur eau à l'océan. Ce cycle semble très simple et peu de personnes y prêtent vraiment attention. Et certains points ne sont que très peu abordés et pourtant mériteraient un second regard. Connaissez-vous les isotopes ? Normalement, vous connaissez tous le carbone 14. Le carbone que l'on trouve communément est ce qu'on appelle du carbone 12, c'est-à-dire qu'il contient 12 nucléons. Le carbone 14 en contient lui 14. Ce changement de nucléon n'affecte pas du tout son comportement chimique. Cependant, il affecte sa masse, qui augmente un petit peu. Dans chaque molécule d'eau, il y a 3 atomes. 2 d'hydrogène, 1 d'oxygène. Cependant, ce que vous savez peut-être moins, c'est que chacun de ces atomes a des isotopes. L'hydrogène, par exemple, a le deutérium et le tritium, qui sont respectivement des atomes avec 2 et 3 nucléons, contrairement à l'hydrogène qui, lui, n'en a qu'un. L'oxygène a, lui, 17 isotopes. Cependant, seulement 3 sont stables, donc non radioactifs, c'est-à-dire qu'ils ne disparaissent pas dans le temps. Et sur ces 3 isotopes, en réalité, seulement 2 sont vraiment présents. Et le troisième est présent dans une quantité tellement infime qu'il est difficile à mesurer. L'oxygène est présent, lui, donc sous forme d'oxygène 16 et d'oxygène 18, avec une forte prédominance de l'oxygène 16. Si on regarde au niveau des atomes, la chaleur peut être réduite à une vibration de ces atomes. Plus les atomes vibrent et plus la chaleur est intense. Et vous imaginez bien qu'un objet plus lourd aura plus de mal à vibrer qu'un objet plus léger. Et l'oxygène 16 a donc tendance à vibrer plus fort et plus rapidement que l'oxygène 18. Une molécule contenant de l'oxygène 16 aura plus tendance à s'évaporer qu'une molécule contenant de l'oxygène 18. De la même manière, une molécule contenant de l'oxygène 18 aura plus facilement tendance à être précipitée qu'une molécule contenant de l'oxygène 16.
Maintenant, suivons un petit peu ce que ça donne dans notre cycle de l'eau. Dans les océans, nous avons un certain taux d'oxygène 18. Quand l'eau s'évapore, l'oxygène 18 a moins tendance que l'oxygène 16 à s'évaporer. Donc le taux d'oxygène 18 dans les nuages sera plus faible que celui dans les océans. De la même manière, durant son parcours, un nuage va perdre plus facilement son oxygène 18 par précipitation. Et petit à petit, suivant le cours des nuages, nous allons avoir une déperdition de l'oxygène 18 et l'oxygène 16 en proportion va augmenter. Quand nous arriverons au niveau des calottes polaires, l'oxygène 16 aura augmenté en proportion et l'oxygène 18 se sera raréfié. Donc l'eau qui restera prisonnière des calottes polaires aura une quantité d'oxygène 18 plus faible que l'eau des océans. De la même manière, elle aura une quantité d'oxygène 16 beaucoup plus importante en proportion que celle des océans. Donc l'oxygène 16 va se raréfier dans les océans et le taux d'oxygène 18 va augmenter. Nous pouvons donc voir que dans les périodes froides, où il y aura beaucoup de calottes polaires, l'oxygène 16 va avoir tendance à se stocker dans les calottes polaires, et donc l'oxygène 18 va être plus abondant dans l'eau de mer. Il ne s'agit que d'un taux. Bien sûr, il y aura de l'oxygène 18 et de l'oxygène 16 de part et d'autre. Dans les océans, vit une faune importante. Cette faune construit son squelette à partir de l'eau en partie, et donc à partir de l'oxygène 18 venant de l'eau. Et donc la proportion d'oxygène 18 contenue dans les coquilles de ces animaux sera en rapport avec la proportion d'oxygène 18 contenue dans l'eau. Ces coquilles vont former ensuite du calcaire qui va lui être à la base des roches que nous voyons maintenant. Donc si on analyse dans ces roches la proportion d'oxygène 18, on aura une information sur la proportion d'oxygène 18 dans les océans à cette époque, ce qui nous donne une information sur la quantité de glace présente sur Terre et donc une information générale sur la température mondiale à cette époque.